Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, Raphaël Ruffi-Fossoulé, Damien Gouy-Perret, mais aussi l'ancien élu Romain Blachier et le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Trois sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui. La deuxième voiture en ville, les écologistes face aux grèves et puis les incidents dans les collèges et les lycées de l'agglomération. Notre premier sujet, c'est donc cette future délibération qui sera votée au conseil municipal de Lyon en décembre et qui doit réduire le nombre de vignettes de stationnement résidentiel qui sont accordées aux habitants. De 2 par foyer, on passerait en 2024 à une seule maximum. Les écologistes ne s'en cachent pas, c'est clairement pour réduire le nombre de voitures en ville. Ils ne font qu'accélérer ce qu'avait imaginé Gérard Collomb. Une voiture par adulte dans un couple, ce n'est plus pertinent selon les Verts. Alors Romain, on va commencer par vous, parce que vous avez rédigé un édito sur le sujet, sur Lyon Mag. Vous êtes d'accord avec la mairie de Lyon, avoir 2 bagnoles, c'est à la fois être dangereux et has-been? Je dis pas que c'est ni dangereux ni has-been, je dis que simplement, il ne s'agit pas d'interdire d'ailleurs d'avoir 2 voitures. Il s'agit d'avoir 2 voitures et qu'elles occupent toutes les 2 notre espace collectif à nous tous. On peut tout à fait avoir 10, 20, 30 voitures. Il y a un chroniqueur qui m'évoquait tout à l'heure en avoir une douzaine. Ces voitures-là, si elles sont dans un parking, elles sont tout à fait légitimes. Ou s'il y en a une seule qui est dehors, il n'y a pas de problème là-dessus. La question est que ça touche effectivement relativement peu de monde, que la plupart du temps, effectivement, la voiture en ville, elle se justifie de moins en moins. Ça va effectivement un peu dans le sens de l'histoire. Qu'il y a beaucoup de contournements qui sont faits déjà dans ce fonctionnement. On parlait tout à l'heure à quelques-uns du fait que vous aviez un certain nombre de gens qui contournaient le système en se domiciliant, en faisant des fausses factures, en faisant un certain nombre de choses comme ça, qui les amenaient à disposer de tarifs préférentiels, mais il ne s'agit pas du tout d'interdire une deuxième voiture, il s'agit de ne pas donner 2 tarifs préférentiels à un même foyer qui soit constitué d'une personne ou de 2 personnes. Vous avez même des gens qui ont 2, 3 voitures à Lyon, qui sont tout seuls et qui demandent 3 tarifs préférentiels. C'est quand même quelque chose de problématique. C'est très peu de monde, c'est 2, 3 personnes, mais voilà. Et puis également, on est aussi dans un système dans lequel on parlait l'autre jour du fait qu'il fallait un peu de circulation dans la métropole. Évidemment, au niveau de la métropole, si vous avez une empreinte pareille sur le stationnement, vous risquez de vous retrouver dans une situation où personne ne peut se garer, où il n'y a pas de possibilité pour les livreurs de venir, où nos visiteurs n'ont pas non plus la possibilité de venir quand ils viennent de loin. Je ne parle pas du fait que quand on vient de Villeurbanne ou quand on vient de Bron, il vaut quand même mieux prendre les transports en commun. Bref, voilà, il s'agit de quelque chose qui est symbolique, qui avait déjà été engagé par Gérard Collomb, même si certains élus proches de Gérard Collomb, comme Jean-Yves Sécheresse, comme d'habitude, changent d'avis comme de chemise. Mais voilà, c'est quelque chose, à mon avis, qui va dans le bon sens et qui va impacter assez peu de Lyonnais. Damien, l'élu Yann Cucherat dénonce une traque de l'automobiliste. Vous êtes plutôt sur la ligne Cucherat ou Blachier? Les deux, en fait, en réalité. Alors, de la part de Yann Cucherat, c'est malvenu parce qu'effectivement, il fait partie d'une équipe qui y a réfléchi, à des fois en tout cas de l'appliquer. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on considère qu'on mélange un peu tout. Les véhicules qui circulent ne sont pas les véhicules qui sont stationnés. Donc, en matière de pollution, un véhicule stationné, justement parce qu'il a une vignette résident, ce n'est pas un véhicule qui circule. Ensuite, on laisse entendre, même si ça ne représente que 0,08% de la population lyonnaise, que ce sont des nantis, les gens qui ont 2 voitures. En réalité, ça représente 2000 véhicules à Lyon. 2000 véhicules à Lyon qui dorment dans la rue, ce sont justement les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un garage, les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un parking. Et ce ne sont pas forcément des gens riches. Ce n'est pas parce qu'on a 2 véhicules qu'on est des gens riches, c'est quelquefois par obligation, tout simplement. Quand on fait un calcul rapide de ce que ça coûte une voiture à stationner dans la ville de Lyon, si on part sur un postulat de 250 jours, 8 heures par jour à 3 € de l'heure, ça représente un budget de 6 000 € de stationnement. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui garent leur véhicule dans la rue et qui aimeraient mieux les garer ailleurs que dans la rue d'ailleurs, qui ne peuvent pas se payer le luxe de payer 6 000 € de stationnement par an. Comment vont faire les couples dont l'un travaille éventuellement dans la région Rhône-Alpes, circule toute la journée? Comment fait l'autre qui travaille à 30-40 km de Lyon? Je me pose vraiment la question. Et puis il y a quelque chose qui est un peu contradictoire aussi dans cette décision, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui de plus en plus s'équipent d'électrique ou d'hybride, et c'est très bien. Mais comme ces véhicules aujourd'hui n'ont pas forcément la capacité de faire 500, 600, 700 km, ils vont conserver un véhicule qui ne bouge pas, qui est stationné, pour leur week-end, pour leurs vacances, qui sont des véhicules familiaux avec 5, 6 places, etc. et vont garder ce petit véhicule électrique ou hybride pour circuler dans Lyon et autour de Lyon. Donc pour moi, il y a une certaine contradiction
à faire ça, d'autant plus que, comme ça ne touche effectivement que 0,8% de la population, je pense que c'est un faux problème, en réalité. Donc, Yann Cucherat, sa position, elle n'est pas très logique. On fait encore la chasse aux véhicules chez les Verts. C'est bien, la démarche intellectuelle, elle est bien, mais je pense qu'encore une fois, on fait quelque chose qui est antisocial, en réalité. Raphaël ? Mais, en fait, je suis assez d'accord pour une fois. Je trouve que quand on prend des mesures qui axent sur le côté financier, on tape rarement juste. C'est comme quand on fait une taxe carbone sur le plein d'essence, on va pénaliser autant les plus défavorisés que les moins favorisés. Et là, c'est un peu la même chose. Et je pense que là où je suis assez d'accord, c'est que je pense que cette deuxième vignette, elle ne bénéficie pas aux plus aisés. Donc du coup, forcément, ce sont plutôt les plus démunis qui vont être touchés par cette mesure. Et qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont besoin de deux pour des raisons de travail. Aussi, dans un couple, il y a quelque chose qui me dérange, à dire que y en a qu'un des deux dans le couple qui a le droit d'avoir une voiture. On ne connaît pas la situation des gens, on ne connaît pas... donc je trouve que c'est une mesure qui est un peu compliquée. Je préfère les mesures plus courageuses qui consistent à supprimer des places de stationnement. C'est la promesse aussi de Grégory Doucet dans son élection, apaiser la ville, rendre la ville aux piétons. Donc supprimer des places de stationnement, il n'y a que comme ça qu'on va rendre l'espace du trottoir. C'est ce qui est fait. Hein. Oui, mais c'est ce qui est fait et ce qui pourrait être fait plus vite, plus courageusement là-dessus. Je trouve que c'est des mesures qui sont plus justes. La piétonisation de manière générale, je trouve que c'est plus juste que de vouloir taxer davantage. Farid, votre regard extérieur, vu de Vénissieux, le fait qu'on sucre des vignettes de résidence, qu'on sucre des places de stationnement, ça vous inspire quoi ? Les écologistes sont passés du racisme anti-pauvre au racisme anti-classe moyenne. Ils se concentrent sur l'hypercapitalisme qui sont, les hypercapitalistes, CSP+, etc. Donc il n'y aura plus que les super riches qui pourront se payer plus de 2-3 voitures, les garer, ils s'en foutent, ils ont des places de parking, ils ont acheté des garages à 35 000 €, 50 000 €. Eux, ça ne leur posera pas de problème. Et les autres, ils vont prendre des vélos cargo, ils vont pédaler, ils seront contents. Les seuls qui seront condamnés, ça sera la périphérie qui pourra quasiment plus rentrer en voiture parce qu'ils font tout. Si, ils font tout pour dégoûter les gens de venir en voiture. Ça va libérer des places de parking. On s'en fout, ça va continuer si là-dessus. Si on empêche quelqu'un d'avoir 5 bagnoles dans Lyon, ça permet aux gens de venir se garer. On empêche les familles. On empêche les familles. Mais si, ceux qui ont des breaks pour leurs gamins, l'autre qui doit travailler à l'extérieur, les gens qui galèrent, qui doivent travailler. C'est une personne dans un véhicule en centre-ville. La plupart des personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler. Mais ceux qui garent en résidence, c'est des familles. Ça, pour moi, c'est une attaque sur les familles, sur les breaks, sur les gens qui doivent garder pour leurs gamins. Ceux qui ont des places en résidence, ils ne sont pas concernés par cette question-là. Non, ceux qui veulent avoir leur deuxième voiture. Il y en a toujours un qui a sa voiture qui va pour travailler, l'autre. Après, moi, je ne suis pas là pour me battre pour les familles nombreuses de centre-ville, mais ils sont là en train de les dégoûter de rester en centre-ville. Ils sont déjà en train de fuir à cause de l'insécurité, de la violence, des problèmes de déplacement, etc. La population lyonnaise, elle augmente, et l'immobilier, il explose. La population lyonnaise en périphérie augmente. En centre-ville, elle est en train de foutre le camp. Pour le moment, elle augmente encore. Elle augmente. On n'est pas à Paris. Toi, tu n'as pas les mêmes chiffres qui sont présentés partout. Trouve-moi des chiffres. Les familles sont en train de quitter Lyon. Si tu penses que non. Dans certains quartiers, c'est vrai. Il y a des familles qui quittent. Et puis dans d'autres quartiers, il y a une densification qui est forte. Je te conseille, moi, de lire Lyon Mag. Souvent, ils en parlent. Il paraît que je lis un peu Lyon Mag, et même que certains y écrivent. Ouais, mais concentre-toi sur les familles qui quittent le centre-ville. C'était dans le dernier Lyon Mag. Au niveau statistique, vous regardez que la ville de Lyon, elle augmente en termes de taille, elle augmente en termes d'habitants. On est loin d'avoir une fuite. Les familles ne quittent pas le centre-ville de Lyon. Les familles ne quittent pas le centre-ville de Lyon, ça dépend quelle famille. Et puis vous avez des familles qui quittent à cause du prix des loyers. Mais ça, c'est un autre. C'est pas le sujet des voitures. Excuse-moi c'est pas parce qu'on peut pas garer sa voiture dans la rue Lyon Mag. Contribuable. J'arrêterai de lire peut-être ce journal. Si tu me dis que les chiffres sont faux. J'ai pas dit que les chiffres étaient faux. Je dis que c'est pas lié au fait de pas pouvoir garer 17 bagnoles dans la rue. C'est quand même différent. Ça, c'est toi qui le dis. Les gens partent pas parce qu'ils n'ont pas une deuxième vignette. Pour le moment, il y a encore ton avis. T'as ton avis. Bon, alors actuellement, il y a encore la deuxième vignette. Et les gens, selon toi, partent déjà. Donc c'est pas la deuxième vignette qui les fait partir. Ça va les aider. Moi, je suis pas devin. T'es pas devin, mais tu as quand même une idée. Là, tu dis que non. Moi, je te dis que oui. C'est bon, on peut arrêter là.
Si tu veux. Voilà, merci. Je vous propose qu'on fasse ça, effectivement, et qu'on passe à notre deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion des grèves par les écologistes, puisque nous terminons la 7e semaine de grève du nettoyage à la gare de Perrache. La tension est toujours vive. Pour rappel, les salariés de l'entreprise Arc-en-Ciel vont perdre leur travail fin décembre, car la métropole de Lyon a décidé de dénoncer le contrat de sous-traitance pour confier le nettoyage à des entreprises d'insertion. Depuis, c'est absence de dialogue, police dépêchée sur les manifestations devant l'hôtel de la métropole. On se souvient également que la grève des chauffagistes de la ville de Lyon avait tourné au vinaigre avec la réquisition des agents par Grégory Doucet pour chauffer les écoles, et que pour calmer la grève de la police municipale, le maire de Lyon avait augmenté tout le monde. Il avait débloqué 6,6 millions d'euros. D'où ma question aujourd'hui, est-ce que les écologistes torturés par le besoin de faire du social, mais aussi le besoin d'avancer sur certains dossiers, sont incapables de gérer les grèves? Qui veut se lancer? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la question en fait sur Perrache. Perrache, moi la question qui quand même me travaille, c'est que ces grévistes, c'est pas leur première grève. Il y avait eu un mouvement social l'année dernière qui était un mouvement assez exceptionnel, puisque c'était des personnels de nettoyage qui se plaignaient d'un cadre rattaché à la métropole et qui se plaignaient d'un comportement, inacceptable en fait pour un supérieur hiérarchique. Des faits qui ont été contestés par l'employeur, mais qui ont justifié cette grève qui avait été déjà relativement longue, au bout de laquelle ils avaient obtenu la mutation de ce supérieur. Et aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'on leur fait payer ce mouvement social. Ce que dit la métropole est tout à fait entendable, hein, c'est dire il y a un marché sur le nettoyage, on a décidé de les confier à un certain type d'entreprise d'insertion, du coup tout ça est légal, c'est normal que et c'est pas mal en soi de confier ce type de marché à des marchés d'insertion évidemment, mais c'est vrai que pour les salariés qui sont présents, je comprends qu'ils se posent vraiment la question. Mais justement, alors est-ce que si c'est le cas, est-ce que c'est de gauche de se venger de grévistes en leur faisant perdre leur travail? Si c'est le cas, c'est profondément scandaleux, mais je ne sais pas quelle est la motivation de ce changement. Damien ? Peut-être qu'il était prévu avant, je ne sais pas ça. Moi, je ne blâme pas les Verts de mal ou de bien gérer les grèves. Leurs prédécesseurs ont tous souffert de ce genre de choses. On a vu des grèves à rallonge sous l'ère Gérard Collomb, notamment dans les écoles, dans la restauration scolaire. Ce n'était pas mieux géré. La seule subtilité, c'est que, d'abord, dialoguer, ça s'apprend. Je pense que Gérard Collomb, il savait, en tout cas, mesurer le moment où il fallait taper du poing sur la table et le moment où il fallait effectivement dialoguer. Là, j'ai l'impression que le dialogue, c'est pas l'apanage effectivement des Verts. On le voit même dans leur gestion au quotidien de la ville de Lyon. Mais je n'irai pas les blâmer. Chaque dirigeant de collectivité va avoir un moment ou un autre sa grève qui va être une grève dure, qui va être une grève justifiée ou injustifiée. Il y a certainement, moi je ne connais pas suffisamment le dossier pour savoir ce qu'il en est, mais il y a certainement des raisons de faire grève. Je pense qu'on ne fait pas grève sans raison. Ça ne justifie pas toutes les grèves qui vont durer, qui cassent les pieds de tout le monde. Mais là, je me mets à la place de ces salariés, il y a certainement une raison. Je comprends aussi la position de la collectivité qui, à un moment, va dire de toute façon, on passe à autre chose. Donc honnêtement, je ne les blâme pas. Ils ne sont pas meilleurs et pas moins bons que les autres pour moi. Farid, vous êtes d'accord qu'on soit de gauche ou de droite, gérer une grève, c'est Quoi qu'il en soit, c'est difficile. Les écologistes, c'est difficile de devenir patron. Là, ils avaient plus l'habitude de faire grève que de gérer les grèves eux-mêmes. Là, ils se retrouvent avec leurs copains qui étaient dans la rue avec eux en train de crier sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est eux les patrons sur lesquels ils se font crier dessus. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent les gens qui leur crient dessus. Parce que c'est la CGT qui est dehors en train de pousser les gens à se mettre en grève, etc. C'est pas forcément des très écolos, hein, la CGT. Oui, non, voilà, c'est peut-être pas les mêmes réseaux. C'est peut-être pas les plus écolos, mais c'était les mêmes qu'on pouvait retrouver à travers la NUPES, à travers la rue, parce que la métropole et la ville de Lyon, c'est pas que les écolos. Il y a les communistes, il y a les socialistes, il y a toute cette partie-là qui est emboîtée l'un avec l'autre. Et ces gens-là, ils se retrouvent aux commandes aujourd'hui, mais aux commandes contre leurs copains, entre guillemets. C'est leurs copains, ils se disent « Oh, c'est les écolos, c'est les communistes, c'est Marcel avec lequel je bouffais des merguez la semaine dernière, c'est bon, je vais pouvoir faire plus accepter les choses. » Bah non, merguez, il mange des merguez avec lui peut-être, mais quand il faut lâcher un peu de thunes, il n'y a plus personne. Quoi. Ça, je pense que c'est le prisme de Vénitieux, parce non, que c'est pas le prisme. c'est le cas. À Vénitieux, comme ça s'appelle, les syndicalistes CGT, quand ils collaient une affiche CGT, à côté, ils prenaient l'affiche NUPES, ils la collaient, que ça soit écolo, que ça soit truc, etc. Donc ça, c'est une représentation du PC à Vénitieux. Non, mais les subventions, Vénitieux. prenons les subventions. Ouais, mais tu sais que Vénitieux, c'est dans la métropole. Oui, je sais bien. Il y a un lien, et c'est la troisième ville du Rhône. Donc on dit, oui, c'est Vénitieux. Vénitieux, c'est partie intégrante. Il y a une vice-présidente de la métropole, qui est Michel Picard. Il y a Pierre Alamier qui est responsable du CITIF, de plein d'histoires comme ça. Ces gens-là, ils ont un lien quand même avec la métropole.
ils ont aussi un pouvoir, ils ont aussi un poids. Donc ils sont là, ils se redressent, et les gens ils se disent ah mais Michel, c'est Michel. Ça, on parlait de tous les élus communistes ou insoumis. Quelque part, ils étaient déjà dans la majorité avec Gérard Collomb avant. Il y avait déjà ce rapport. La majorité version Gérard Collomb, c'était sans discussion possible avec Gérard Collomb. Aujourd'hui, il y avait des communistes dans la majorité là où de Collomb. je suis complètement d'accord, c'est que les écologistes viennent assez rarement de ces grandes entreprises. On peu cette culture, on va dire, syndicale, parce que c'est pas du tout leur histoire politique. Ou alors c'est la CFDT. Par exemple, Bagnon, c'est la CFDT. En fait, la CFDT, après, il y en a beaucoup qui sont sur des mouvements ou qui ont été des mouvements environnementalistes Oui, et qui ne sont pas du tout dans une culture syndicale. Tu voulais finir le seul exemple dernier, là, c'est... Il y a eu, moi, personnellement, je suis pour le personnel qui est en grève à Perrache, hein, on est d'accord. Mais c'est plus facile, ils vont céder. Donc la mairie va céder parce que, justement, la députée Kéké, elle est descendue à Lyon, la NUPES, elle les a soutenus. Derrière, ils se sont dit, bon, en fin de compte, on va peut-être vous engager. Ils sont embriqués l'un avec l'autre. Ils ne peuvent pas se taper dessus continuellement. Donc, automatiquement, il y aura quand même peut-être des grèves, mais à un moment, ils vont céder du moment où il y aura un ou deux qui vont se retrouver là-dessus. Romain, pour conclure sur le sujet. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a la situation que tu viens d'évoquer, avec effectivement la venue de Rachel Kéké, qui est députée NUPES, qui est venue soutenir les grévistes, et ce qui effectivement a amené peut-être à quelques évolutions au sein des exécutifs. Et qui a critiqué l'exécutif de la métropole. Il y a effectivement les liens que tu viens de dire entre le PC et le reste de la métropole, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments. C'est-à-dire, par exemple, dans la grève de Perrache, on a aussi une société qui essaye de sortir du marché quelque part et qui fait un peu pourrir la situation. C'est un peu ce que disent les salariés de Perrache. C'est que l'entreprise n'a plus envie d'être prestataire, donc ils veulent que la situation s'arrête et ils vont trouver tous les moyens de faire ça. Sur d'autres choses, par contre, effectivement, on peut être surpris. Par exemple, effectivement, les Verts n'ont pas forcément toujours de culture syndicale, même si ce n'est pas toujours vrai. Il y en a quelques-uns qui sont des syndicalistes, moins que chez les communistes, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a effectivement un dialogue qui parfois est compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait un certain fonctionnement dans les mairies précédentes, que ce soit avec Raymond Barre, que ce soit avec Gérard Collomb, où il y avait à peu près des items sur lesquels les gens discutaient, se braquaient, reprenaient, même s'il y a eu des longues grèves, hein, je me rappelle de plusieurs personnes là, qui ont mené des grèves très très longues sur la question du ramassage des déchets, qui sont arrivés sous Gérard Collomb, qui sont arrivés sous Raymond Barre aussi. Mais là, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué de voir un peu une ligne. On a à la ville de Lyon Laurent Bosetti, qui est élu insoumis pour le coup, qui effectivement, pour le coup, lui s'est retrouvé dans les mêmes manifestations. Et qui est directeur à la ville de Vénissieux. Et qui est directeur à la ville de Vénissieux. Et où effectivement on se retrouve assez surpris parce qu'on voit des réquisitions de personnel. Et des réquisitions de personnel faites par quelqu'un de la France Insoumise, quand on voit le discours de ce parti de manière habituelle, c'est extrêmement surprenant effectivement là-dessus. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas encore de doctrine pour le moment sur la question des grèves. Je pense que ça va évoluer, je le vois déjà un peu évoluer, mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu du coup par coup et ça demanderait d'avoir une doctrine un peu plus cohérente. Je vous propose qu'on passe à notre dernier sujet du jour qui concerne un point que l'on évoque rarement autour de la table. Lundi, au lycée Douaneau à Vaux-en-Velin, un fumigène a été craqué à l'entrée d'une salle de classe. Les enseignants ont exercé ensuite leur droit de retrait car l'une des professeurs avait obtenu 10 jours d'ITT. Le manque de moyens humains face au nombre d'élèves qui augmente chaque année, c'est un phénomène que l'on va retrouver dans beaucoup d'établissements de l'agglomération lyonnaise. Alors, comment accompagne-t-on cette jeunesse des banlieues avec de la mixité, avec des coups de règle sur les doigts, ou alors on ne change rien? Farid, vous êtes très impliqué personnellement sur la question. Comment vous voyez la situation? Je fais partie de l'association No Ghetto, ça fait 4 ans qu'on est là en train de dire qu'il y a des problèmes, que la non-mixité dans ces collèges entraîne que violence, résultats scolaires bas, des gros problèmes de gestion du personnel, etc. Et là, c'est triste de dire on avait raison. Là, il y a eu dernièrement la sortie des IPS, des indices de position sociale, où on se rend compte que tous les collèges les plus ségrégés se retrouvent dans ces secteurs-là. Vaux-en-Velin, Vénissieux, un peu Villeurbanne, Givors, tous ces coins ici. Ces élèves, quand ils vont au collège, ils n'ont pas la capacité de faire du contournement scolaire et de se retrouver dans un lycée plus apaisé, comme les gamins du ministre de Pape Ndiaye qui a mis ses enfants en disant que non, je ne peux pas les mettre dans des collèges ségrégés puisque mes enfants doivent travailler dans des conditions apaisées. Oui, mais nous, nos enfants, ils peuvent travailler dans des conditions qu'ils ne le sont pas. Les problèmes du quartier, parce qu'il y a de la délinquance, du trafic de drogue, de la violence, tout ce que vous voulez, ils ne restent pas aux portes des établissements scolaires. Quand, de votre lycée ou de votre collège, vous avez vu sur votre quartier, vous avez vu sur vos problèmes, ces problèmes, ils n'ont qu'à faire 200 mètres pour entrer dans le lycée avec vous.
Nous, dans la mixité, c'est justement ce qu'on demande, c'est de couper et de casser ces problèmes. Vous mettez les gamins de ces quartiers, vous les éloignez de leur secteur, vous les mettez dans des lieux plus apaisés, il y aura moins de violence, moins de délinquance, moins d'agression de professeurs, les résultats scolaires vont augmenter. Mais on a un problème dans cette sectorisation, c'est justement la métropole de Lyon, la région qui refuse toute forme de mixité. Véronique Morera, qui est aujourd'hui la vice-présidente De la en métropole. charge des éducations du collège, avant ça, elle était en charge de la région. C'est elle qui a poussé pour que les lycées ils se retrouvent à même les quartiers. Nous, le lycée Jacques Brel de Vénissieux, il était en bas des pentes des Maguettes. Elle a tout fait pour qu'il remonte au niveau des Maguettes. Résultat, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a des émeutes, etc., c'est le quartier qui redescend. Au lieu de créer une vision autre pour les enfants qui se disent « il existe autre chose, il existe d'autres comportements. Ah, la valeur travail, la valeur réussite scolaire, elle est autre que chez nous. Tiens, je ne vais pas défendre X ou Y de mon quartier par rapport à X ou Y de l'autre quartier, puisque ils n'ont rien à voir avec nous, ces nouveaux élèves qui sont dans ma classe. Non, on veut remettre les problèmes continuellement au même endroit. Donc nous, avec l'association No Ghetto, ce qui arrive à Douaneau, je ne suis pas sûr que ça ne fera pas qu'augmenter, qu'on retrouvera ailleurs. Là, aujourd'hui, on parle simplement parce qu'il y a eu un fumigène qui a été craqué dans une classe. Moi, il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça, quand j'étais scolarisé, j'ai vu pire que ça. Il n'y avait pas une ligne dans les journaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on en parle un petit peu plus. Mais ces problèmes-là, ils existent et ils existeront toujours. Damien, l'idée de faire des nouveaux ramassages scolaires et on prend les gamins de Vaux-en-Velin, on les met dans le centre de ville de Lyon et puis on fait le contraire, le chemin inverse. Pour vous, ça peut régler une partie du problème ? La mixité, ça peut régler une partie du problème, c'est incontestable. Mais faire de la mixité, apporter des gens d'un quartier pour les mettre dans l'autre, de toute façon, il y aura toujours un moment ou un autre où ça ne collera pas parce que la vie du quotidien n'est pas la même. Moi, je suis très partisan d'une chose, quand même, c'est de botter le cul des cons, quoi. Pardon. Vous avez un gamin qui va pourrir parfois la vie de 30 gamins qui ont envie de bosser. C'est pas parce qu'on est un gamin de quartier qu'on n'a pas envie de bosser, qu'on n'a pas envie de faire des études, qu'on n'est pas à l'écoute, qu'on n'est pas quelqu'un de sérieux, etc. On est sur une problématique qui est une problématique nationale, en réalité. On a toujours ces mineurs, finalement, qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité parce qu'on ne donne plus les moyens, éventuellement, à la police d'avoir un suivi avec une justice. On a une vraie problématique qui date de nombreuses années. La maturité, elle avance en âge. On est encore sur une majorité à 18 ans, avant elle était à 21 ans. Le droit aussi fait qu'il n'est pas adapté de la même façon. Moi, je suis désolé, effectivement, que vous ayez 28 gamins dans une classe de Vénissieux ou de Bron ou de Saint-Priest qui ne puissent pas avancer à cause de deux. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il faut aussi peut-être reprendre des mesures pour isoler ces gens-là. Après, je pense qu'il faut mettre le paquet en matière d'encadrement, d'accompagnement. Ça comprend la sécurité, mais ça comprend aussi la prise en main des gamins pour ceux qui veulent réussir, les accompagner au maximum. Et là, je pense qu'il y a un problème de moyens. Honnêtement, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus le paquet. Diviser les classes en deux, c'était une très bonne chose, même si au début, ça nous a fait beaucoup marrer, parce qu'on ne voyait pas bien comment, avec un paravent, on avait coupé les classes en deux. Je pense que c'est une très bonne chose. Et travailler avec un petit groupe d'une quinzaine d'élèves, c'est vraiment ultra efficace. C'est une très bonne chose. Je peux t'arrêter sur ça ? Bien sûr. 1990, en troisième, j'étais à Jules Michelet et on nous avait déjà divisé en deux. J'étais dans une classe, quatrième, troisième en 3 ans. On avait 2 professeurs dans la classe, on nous avait divisé en deux. Le seul qui a fait des études supérieures, c'est moi. Ça ne marche pas, ces histoires. Ça ne marche pas. Ces enfants, quand ils sortent, ils sont à 200 mètres des problèmes. Il n'y a pas, et les problèmes les rejoignent. L'attrait, toutes ces histoires, tous les tests, on les a fait. Il y a des tests qui sont passés dans toute la France. La seule réussite qui a eu lieu, c'est justement à Toulouse, avec le busing, où on a pris des enfants du Mirail qu'on a déplacés dans d'autres centres-villes. Et ce n'est pas tout un groupe de gamins du quartier. C'est un pourcentage, 5 ici, 5 là, 5 là, ça. Et les résultats, ils ont été largement positifs. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, je me mets dans la position de l'intervenant, du prof. Le prof, quand il a 15 gamins en face de lui, et si on est plusieurs à intervenir dans des écoles, c'est beaucoup plus facile à gérer quand on a un cas qui pose problème que quand on en a 35. Si on a un problème, on va arriver à prendre du temps avec le gamin qui pose un problème on va donner plus de temps aux autres qui ont besoin d'un accompagnement. Ce gamin qui pose problème, si tu le prends et tu le mets dans un autre, loin de son environnement, il ne posera plus de problème. J'ai été moi-même ce gamin qui pose problème. Moi, je vous le dis en direct, je n'ai pas fini ma terminale. Je me suis fait virer. J'ai été ce gamin qui pose problème. J'ai été ce gamin. On m'a éloigné de la situation où j'étais.
un enfant sage Mais dans je les crois 2 minutes qui suivent. Évidemment que ça peut être efficace, mais je crois que c'est une exception. Je crois qu'en réalité, Et c'est les exceptions, le c'est les cas réussites dans le les cas à quartiers. problème et le cas qui n'est pas à problème, mais qui a besoin qu'on s'occupe de lui, il faut pouvoir lui consacrer un peu plus de temps, être plus à l'écoute aussi, échanger et arriver à le convaincre du fait qu'il doit laisser ses problèmes en arrivant dans l'école, parce que justement, il doit pouvoir sortir de ses problèmes par l'école. L'éducation, pour le coup, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite d'un pays, de la sécurité, du bien vivre, du fait La question, c'est d'être que intelligent, tu me parce qu'on donne une tu me culture aux donnes, tu gens. me donnes des solutions qui ne marchent plus depuis 40 ans. Moi, je te donne une solution qui marche. Parce qu'elles ne sont pas appliquées. Si, elles sont Mais appliquées. elles sont Elles ont eu lieu. Il y a eu Non, des mais tests partout en France de classes divisées par 2. Ça n'a pas marché. Il y a incontestablement un progrès du fait qu'il y a moins d'élèves dans les classes. Et franchement, ça, c'est un vrai plus, je pense, pour les élèves. Je pense que le gamin qu'on va déplacer tout seul, qu'on va aller mettre au lycée du Parc, il va se déplacer avec ses problèmes. Donc le déplacement géographique n'est pas... On va donner la parole aux autres. Raphaël, je vous ai vu vous décomposer depuis tout à l'heure. Non, ça peut me décomposer. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple. Et il y a 2 discours qui sont audibles. Hein. Le discours des élus locaux, c'est aussi de dire si on ne construit pas des services publics de qualité dans nos villes de banlieue, on n'arrivera pas à les développer, on n'arrivera pas à recréer de la mixité sociale à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. Il y a eu plutôt des réussites à Vaux-en-Velin ces dernières années quand même en termes de reconstruction d'une mixité sociale. Et du coup, il y a quand même la possible. Enfin, c'est quand même un exemple de choses qui peuvent être Ça a été qui peuvent fonctionner. Ça a été une réussite au niveau de l'habitat, au niveau scolaire. Regarde les IPS sur Vaux-en-Velin. Il y a eu une nouvelle population qui est arrivée. Elle s'est installée sur Vaux-en-Velin, ou en périphérie de Vaux-en-Velin, j'appellerais plus Carré de Soie, etc. Mais ils ne mettent pas leurs gamins pour autant dans les établissements scolaires qui sont à côté. Ils sont ou en privé, ou c'est les champions du contournement de carte scolaire, et leurs gamins ne sont pas sur place. Regarde les EPS sur Vaux-en-Velin. Tu as de la mixité dans l'habitat, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas dans l'établissement scolaire. La ségrégation urbaine entraîne la ségrégation dans les établissements scolaires. Et là, aujourd'hui, comme c'est court, la nouvelle mixité qui s'est créée sur Vaux-en-Velin, les parents, ils ont réussi à esquiver la carte scolaire ou ils les ont mis en privé. Donc ça n'a rien créé un plus au niveau des établissements scolaires sur Vaux-en-Velin. Mais là-dessus, je partage complètement. Mais c'est simplement pour dire que le discours des élus locaux, de dire qu'on a besoin de services publics dans le cœur des quartiers, et des équipements de qualité, il est tout à fait audible. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que c'est pas un problème nouveau. Je veux dire, la société se désagrège, etc. Non, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans. Les chiffres de l'insécurité de manière globale en France, en fait, quand on les regarde sur le long terme, ils sont assez stables. Voilà. On peut pas dire que c'est pas l'ensauvagement de la société comme vous nous le racontez, mais il y a clairement un vrai manque de volonté. Et c'est vrai de cette majorité. C'est pas vraiment leur agenda. On les entend peu sur ce sujet. On n'entend pas beaucoup Bruno Bernard sur la question de la mixité sociale. Les expérimentations de Toulouse, je suis pas sûr, je ne sais pas si c'est la solution. Toulouse est une ville différente. Et ça consiste quand même aussi à abandonner le quartier du Mirail. C'est pas ce qui est souhaité dans l'agglomération, surtout que l'agglomération lyonnaise, elle a besoin de se développer dans l'Est, donc elle a besoin aussi de créer de la mixité dans l'ensemble de cette périphérie. Elle a besoin qu'il y ait de la qualité de vie qui se crée. Mais là, c'est de la pensée magique. C'est de la pensée magique. Comme on construit un nouveau collège, on va attirer une nouvelle population. C'est de la pensée magique. Je suis complètement d'accord pour dire que ça suffira l'histoire pas. du busing à l'envers, ce qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on envoie les riches chez les Non, pauvres. ça, on le fera jamais. Ça n'arrivera jamais, parce qu'il n'y aura aucun gamin du centre-ville qui va prendre le bus pour venir en centre-ville au milieu des maguettes. Ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Et au Mirail, ils n'abandonnent pas le Mirail. Ils ont arrêté de construire le collège en plein milieu des problèmes. Ils les ont mis légèrement en périphérie. Comme moi, j'avais demandé à Madame Moreira, j'avais dit, le nouveau collège que vous voulez fabriquer, au lieu de le fabriquer en zone de banlieue dure, j'ai envie de dire, prenez le collège, mettez-le au Grand Paris, mettez-le. Ça va créer une possibilité que des enfants autres que ceux des Maguettes viennent dans ce collège. Je me fais taper dessus parce que je suis globalement assez d'accord en réalité. Et je pense que on mériterait d'avoir de l'expérimentation un peu plus audacieuse dans l'agglomération, parce que quand même, il y a une situation de mixité sociale qui se délite dans l'agglomération. Ça, c'est vrai, les indicateurs nous le montrent. La mixité sociale recule dans les établissements scolaires. Alors c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de privés aussi. Hein, ça marche des deux côtés. Mais du coup, ça appelle à des expérimentations audacieuses et pour l'instant, on ne les voit pas venir. Romain, il vous revient de conclure ? Je ne sais pas si on peut conclure sur un sujet qui est très très complexe. Simplement, c'est vrai qu'il y a un arsenal face à une situation qui est compliquée sur lequel il faut essayer beaucoup de choses. Je suis complètement d'accord sur la question de continuer les expérimentations sur les dédoublements de classes, sur effectivement le buzzing
effectivement touche une ville comme Toulouse qui a une structure qui est complètement différente de celle de Lyon. Moi, je vois ce qui se passe aussi à la Duchère. À la Duchère, c'est vrai qu'on commence à avoir des nouveaux habitants, et ces nouveaux habitants, c'est comme tu viens de le dire sur Vaux-en-Velin, ils contournent la carte scolaire tout le temps, mais même y compris quand un établissement commence à sortir d'être un établissement difficile, comme par exemple à la Guillotière, on peut quand même parler du fait que la Guillotière, il y a eu une augmentation très très forte du revenu moyen des ménages. Eh bien, le collège Clémenceau qui est au milieu, il est toujours évité par certaines familles, alors que c'est un collège qui est beaucoup moins en difficulté qu'il y a quelques années. Mais il garde encore sa réputation. C'est des choses qui sont à très très long terme. Des fois, vous avez des difficultés qui n'existent plus, mais pour arriver à ramener les classes moyennes dedans, c'est pas forcément évident. On a une propension aussi dans cette métropole, chez les habitants, alors à tort ou à raison, ça je ne vais pas juger pour une fois, à mettre beaucoup plus facilement leurs enfants dans le privé qu'ailleurs, et à contourner beaucoup plus facilement la carte scolaire qu'ailleurs. C'est les chiffres de l'académie, du rectorat, qui sont assez surprenants. Il y a peut-être un tropisme culturel, une question géographique, ça, je ne suis pas un spécialiste en éducation. Mais voilà. Et puis également aussi, dans un quartier c'est un tout, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a la question des services publics, comme tu l'as dit aussi, la question des services publics, la question des établissements, la question aussi de l'ambiance à l'intérieur. Nous, c'est vrai que moi, je suis bénévole au club de foot de la Duchère. À la Duchère, c'est un ensemble total au niveau du collège Schulcher, dans lesquels les gamins sont plongés effectivement à travers un environnement qui n'est pas évident, des nouveaux habitants qui ne veulent pas inscrire leurs gamins dedans, en même temps, enfin voilà, c'est tout un système qui s'auto-alimente. Je ne sais pas si la métropole est discrète dessus, c'est vrai que pour le moment elle n'a pas encore pris la parole suffisamment sur le sujet, mais j'imagine que c'est quelque chose auquel ils vont être confrontés, dans le sens où, effectivement, si on veut avoir une métropole avec des territoires qui se développent chacun de manière un peu endogène, comme c'est un peu quand même la volonté du président de la métropole, il va falloir aussi résoudre ce problème-là rapidement. Mais c'est un problème qui est pas lié ni à une collectivité en particulier, ni à quelque chose. C'est un ensemble d'acteurs, la région, l'État, les villes et la métropole qui sont impliqués. Il n'y a pas un coupable unique. Au final, moi je pense que tant qu'on n'aura pas passé une loi nationale, on n'y arrivera pas, parce que ce n'est pas les petits élus locaux ici, c'est pas les petits élus locaux qui vont régler la situation nationale, parce que les problèmes de Lyon, je ne le reproche pas à la NUPES ici. C'est contradictoire de dire ça après avoir dit que regardez ce qu'ils font à Toulouse, oui, dans le même cadre légal. Parce que moi je suis pressé. Ils pourraient faire beaucoup plus. Parce que moi je suis pressé. Aujourd'hui, la NUPES ici a été élue sur la mixité sociale en milieu scolaire. C'est dans leur programme des écolos, dans le programme de la France Insoumise. Donc ils pourraient faire. Ils pourraient le faire, ils doivent le faire. Ils sont élus dessus, mais ils ne le font pas. Après, je me dis, comme ils ne sont pas capables de le faire, parce qu'il y a quand même une sorte de lâcheté qui est quand même récurrente chez eux, et un racisme anti-pauvre qui est quand même hyper important. Racisme anti-pauvre, c'est quand même beaucoup. Faut pas exagérer. Ils ont un racisme La anti-pauvre. NUPES, elle aurait un racisme anti-pauvre. Sur la métropole de Lyon, moi je te le dis. Maintenant, t'en penses ce que tu veux. Moi, c'est pas mon problème. La question, elle est simplement. Ça facilite sans doute pas le dialogue entre vous. Voilà, non, mais le dialogue. Ça va être rigolo au conseil municipal de C'est pas avec moi qu'ils doivent. Vous êtes des racistes anti-pauvres, madame la maire communiste. Ils le prouvent tous les jours. C'est pas avec moi qu'ils doivent discuter. C'est avec les faits. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui au niveau de la mixité sociale en milieu scolaire? Ils ne font rien. Je leur ai parlé deux fois. Responsable d'associations de mixité. 2 fois, je leur parle, 2 fois, ils ne font rien. Ça ne sert à rien. Allez, on arrive au terme du temps. Damien, un petit mot pour... Juste un petit mot pour parler des élèves qui vont d'un quartier à l'autre. Effectivement, il y a beaucoup d'élèves de banlieue qui aujourd'hui sont accueillis dans les écoles privées sous contrat, même du centre-ville. Bien sûr. Et ça fonctionne très bien. Donc la vraie question qu'il faut aussi poser sur la table, c'est ce qu'on n'a pas une éducation à deux vitesses entre le public et le privé sous contrat, avec un modèle qui fonctionne peut-être mieux d'un côté que de l'autre. Les écoles privées sous contrat, au mois de décembre pour l'année d'après, elles peuvent remplir 5 fois leur établissement. Donc le problème vient peut-être aussi d'ici, mais on en parlera la prochaine fois. Avec plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci pour ces débats. Merci à vous qui nous regardez. Comme toujours, vous pouvez commenter, partager la vidéo, vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.